à toutes et à tous, chers amis. Waouh, vous êtes nombreux, chaque année, c'est une très belle réussite. Alors ne vous en faites pas, je serai très bref car je sais pertinemment que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter parler aujourd'hui. Qui plus est, non, surtout à l'heure de l'apéritif. Mais je voulais vous dire que c'était toujours un plaisir de me retrouver face à vous aujourd'hui. Vous savez, je suis quelque peu nostalgique d'une période de campagne que nous avons vécue avec Geneviève et en compagnie de Monsieur le maire. Et c'est toujours un honneur de me retrouver face à vous. Je voudrais commencer, Monsieur le maire, chère Geneviève, par vous dire un grand merci. Parce que un grand merci pour la confiance que vous m'accordez, qui me permet d'être à vos côtés aujourd'hui. Je peux vous assurer une chose, c'est qu'apprendre la politique dans votre sillage et votre aspiration, c'est une véritable chance. Et la seule conséquence de cette véritable chance, c'est de nous donner une envie décuplée de poursuivre l'embellissement à vos côtés de cette si belle ville que vous avez déjà tant transformée. Et puis merci à tous et toutes ici présents pour votre fidélité sans faille, votre accompagnement de tous les instants. Vous êtes vraiment merveilleux. Alors en 2019, je vais avoir besoin de vous. Ça me permet de me faire un petit peu de publicité quant à la nouvelle délégation que Monsieur le maire vient de me confier, anciennement orchestrée de main de maître par notre ami à tous, Jean-Claude Averso. La responsabilité... Et je pèse mes mots. La responsabilité des élections. Vous savez, le 26 mai 2019 aura lieu le scrutin européen et j'aurai besoin de toutes et tous, de toutes les bonnes volontés souhaitant participer à la tenue des bureaux de vote. Donc par avance, je remercie tous les volontaires pour cet exercice démocratique extrêmement intéressant. Je ne serai pas plus long. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2019, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, et même pourquoi pas plus, vous le méritez tellement. Bonne journée. Monsieur le maire, mes chers collègues élus de la ville qui sont venus nombreux, c'est vrai que je les remercie tout particulièrement parce que les semaines sont longues, elles sont dures et le samedi, vous êtes encore présents pour nous entourer. Je voudrais saluer aussi monsieur le sénateur honoraire Trucy, fidèle en amitié et dont la présence pour nous est toujours quelque chose que nous apprécions énormément. Et puis, bien sûr, mon amie, mon excellente amie, Josette, parce que Madame Ponce, avec qui j'ai cheminé pendant un bon nombre d'années, toutes les semaines, avec lesquelles, vous le savez, pour ceux qui me suivent, nous avons, au-delà des liens que peuvent créer la politique, et c'est déjà fort rare, des liens d'amitié très forts. Bien sûr, je voudrais commencer à vous dire merci à tous. Vous êtes venus nombreux, je sais que c'est pas, en ce moment on vit des samedis qui sont plutôt compliqués. Certains d'entre vous aussi ont des problèmes de santé parce que la grippe arrive. Donc, mais vous êtes là, vous êtes présents, fidèles, et je voudrais vraiment très chaleureusement vous remercier pour tout cela, parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais c'est tout au long de l'année que nous pouvons vous retrouver, qu'on se fait des petits signes, que vous êtes dans vos quartiers, dans vos maisons, autour de vous, dans vos familles, vous êtes un petit peu mes messagers, donc merci pour tout cela. Et bien sûr, je voudrais... commencer par vous souhaiter une bonne année. Une bonne année, une bonne santé, du soleil dans vos cœurs, des bonheurs petits et grands qu'il faut savoir capter parce que la vie n'est pas toujours simple. Et effectivement, face aux difficultés de la vie, il y a les piliers, il y a ceux que nous aimons, la famille, nos proches, et je voudrais bien sûr les associer à mes vœux, tous ceux qui vous entourent. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, et il y en a beaucoup parmi vous, savent que j'ai plutôt un naturel optimiste. J'ai
toujours essayé, et je ne suis pas naïve bien sûr, mais j'ai toujours essayé de garder à la fois bien sûr une lucidité, mais une part d'optimisme parce que il me semble, ça c'est ma façon d'être, il me semble que s'il n'y a pas cette part, c'est quelquefois extrêmement difficile d'avancer. Cette dose d'optimisme, elle fait que je suis intimement persuadée que même dans les épreuves, et nous en vivons en ce moment, il y a toujours un moment où la raison l'emporte. Et où d'une façon ou d'une autre, les choses sont en mesure d'évoluer d'une manière qu'on n'a pas forcément, à laquelle on ne s'attend pas forcément. Voilà ma part d'optimisme. Mes chers amis, au cours des rencontres que nous avons eues depuis, notamment et principalement au cours du dernier quinquennat, vous m'avez entendu dénoncer inlassablement le déclassement des classes moyennes, alors que les classes moyennes constituent les forces vives de notre pays, ceux sur lesquels beaucoup de choses dépendent. Mais depuis bientôt 2 ans, il y a une accumulation de circonstances aggravantes qui ont conduit à la crise que nous connaissons aujourd'hui, avec un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, il prend différentes formes. C'est, je pense que vous vous en êtes aperçu, l'avènement proclamé d'un nouveau monde qui, dorénavant, voulait montrer que le changement, c'était l'arrogance, que le changement, c'était le mépris pour beaucoup de Françaises et de Français, et que tourner le dos à l'ancien monde, c'était ce qu'il fallait afficher pour montrer que l'on était dans la course. Ne pas avoir d'attention aux autres, c'est à mon avis le sens contraire de la politique. La politique, bien sûr, nous parlementaires, nous sommes élus pour voter des lois, mais les lois ne sont pas quelque chose d'abstrait. Les lois, elles doivent coller au quotidien, elles sont là pour améliorer le quotidien. Si on ne connaît pas ce quotidien, comment voulez-vous que l'on soit en mesure d'appréhender ce qui peut être fait pour améliorer? Lorsque nous avons dénoncé, et nous l'avons fait, l'abandon des territoires par le président de la République, qui n'a pas compris les attentes des Français après le quinquennat désastreux que nous avons vécu, nous n'avons pas été entendus. Lorsque nous avons dénoncé les mesures inacceptables infligées aux retraités, qualifiés par le président de la République de privilégiés, nous n'avons pas été entendus. Lorsque nous avons dit, notamment à l'occasion de questions d'actualité, et à plusieurs reprises, et alors même qu'aucun média n'en parlait, que les augmentations de l'essence, et ce fut ce qui a déclenché la crise qui maintenant prend les proportions que vous connaissez, que cette augmentation n'était pas envisageable quand 7 Français sur 10 prennent leur véhicule pour aller travailler, nous n'avons pas été entendus. Si le président de la République avait écouté à la fois son opposition républicaine et ce que lui disait le pays, s'il n'avait pas opposé arrogance et mépris, peut-être que la crise que nous connaissons actuellement n'aurait pas l'évolution que nous connaissons avec les questions que nous nous posons, quand et comment allons-nous nous en sortir? Cette crise, elle est alimentée par 2 comportements que l'on doit, à mon avis, renvoyer dos à dos. Celui du président de la République, qui a opposé les Français et tourné le dos à ceux qui les représentent, quel que soit l'échelon. Les maires, bien sûr, et
Monsieur le maire vous en dira tout à l'heure très certainement quelques mots. Les élus de la République, qui sont quand même ceux qui, normalement, sont le mieux à même, devraient être le mieux à même de pouvoir faire les liens entre leur territoire et l'Assemblée nationale. Tourner le dos à ceux qui représentent les concitoyens est, à mon avis, une faute grave. L'autre comportement, c'est l'irresponsabilité des extrêmes qui poussent au chaos et l'installation de la crise des Gilets jaunes. Nous avons connu en France de nombreuses crises et des épreuves, dernières notamment en 1968. Dans ces périodes, je pense qu'il y a deux attitudes. La première, c'est de jouer la politique du pire en espérant que les choses vont se calmer toutes seules à coup de quelques avantages octroyés à la va-vite. La seconde, c'est, puis la première, le premier comportement et la première attitude, à ma connaissance, ça a toujours échoué. La seconde, c'est d'avoir dans la durée un comportement responsable. Parce qu'en France, la violence n'a jamais été un mode légitime d'expression, n'a jamais permis de trouver les bonnes réponses aux questions et aux attentes des Français, aux problèmes que beaucoup subissent actuellement. Car dans notre pays, et effectivement, comme je vous le disais au début de mon propos, il y a toujours un moment où la raison permet le retour au calme. Parce que chez nous, s'exprimer, manifester, c'est un droit. Et nous y sommes très attachés. Mais respecter la loi est un devoir. Les revendications exprimées, et encore plus celles qui ne le sont pas, mais que l'on peut déceler et que l'on comprend, il y a des revendications qui ne sont pas exprimées ouvertement, mais qui pourtant sont pour beaucoup de nos compatriotes des attentes, comme je vous disais. Ça constitue effectivement des modes justifiés de ressentiment. Elle renvoie souvent d'ailleurs à des sujets que nous avons dénoncés, mais la violence dénature le mouvement que nous ne pouvons en aucune manière procéder, et en aucune manière nous pouvons accepter d'être pris en otage par des casseurs qui n'ont d'autre but que de semer le désordre. Alors le président de la République nous promet un grand débat. Nous devrons saisir, à mon avis, cette occasion pour exprimer et défendre nos convictions. Mais en aucune façon cautionner ce qui n'est pour le président de la République qu'une tentative de se refaire une santé à un moment où il est en chute libre. J'entends que l'on est en train de vouloir réinventer la démocratie. Mes chers amis, le point fort de la démocratie, que je sache, c'est l'élection. C'est la manière, conformément à la loi, d'exprimer. Il y a suffisamment de candidats qui sont en mesure de représenter un grand éventail d'idées pour que chacun puisse y trouver la manière de s'exprimer. Et je persiste à penser que le débat démocratique, il doit avoir lieu au Parlement. Et si c'est cela l'ancien monde, eh bien, je vous le dis, et je persiste à le dire, je revendique d'y rester. Dans l'ancien monde, les parlementaires ont pour mission d'écouter, de dialoguer, de porter la voix des territoires et de ceux qui y vivent. Mais je vais vous faire remarquer une chose, peut-être l'avez-vous remarqué, c'est que dans le grand débat, on parle de beaucoup d'intervenants, des associations, très bien, on
pourquoi pas, les corps constitués, pourquoi pas, mais on ne parle absolument pas des parlementaires. Ça me paraît être une faute, parce que nous pouvons aussi débattre, puisqu'on nous dit qu'il faut débattre en dehors du Parlement. Nous avons aussi des choses à dire. Mais je pense que le nouveau monde, c'est d'avoir inventé quelque part un député pot de fleurs, qui surtout ne doit pas s'intéresser aux problèmes de ses compatriotes. Je vais vous dire, il y a certains collègues qui ont décidé de ne pas ouvrir de permanence parlementaire dans leur circonscription et qui disent finalement à quoi ça sert une permanence, à quoi ça sert de recevoir des personnes qui finalement ont besoin de nous un peu comme le dernier recours face aux problèmes. C'est aussi ça représenter, en tout cas c'est ainsi que je le conçois. C'est aussi être ce lien et ce dernier recours quand, devant toutes sortes de difficultés, eh bien, on a envie de trouver un interlocuteur. Et je pense que c'est une faute grave. D'ailleurs, certains l'ont compris à leurs dépens, puisque malheureusement, et je le déplore et je le condamne, un certain nombre de mes collègues ont eu à connaître des moments difficiles. Alors, on dit les parlementaires, on n'en a pas besoin. On a dit jusqu'à aujourd'hui, les maires, on n'en a pas besoin. On ne va pas les voir au salon des maires. Surtout, on ne les écoute pas. Mais tout cela, mesdames et messieurs, est en train de revenir comme un boomerang à la face du président de la République et du gouvernement. Faire de la politique, ce n'est pas envoyer un questionnaire aux Français, ça s'appelle de la communication. Et c'est vrai que le président de la République sait le faire. Nous ne pouvons pas accepter que les élus de terrain que nous sommes, que nous revendiquons d'être, soient méprisés et deviennent tout d'un coup les boucs émissaires des échecs de la politique d'Emmanuel Macron. Car maintenant, effectivement, il découvre que les maires pourraient être des relais dignes d'intérêt. Il a même osé dire, alors là j'ai entendu ça il y a quelques jours, il a même osé dire que depuis le général de Gaulle, personne n'avait fait autant que lui pour les maires. Je pense que... Voilà, non, mais je vois que monsieur le maire s'arrache les cheveux. Mais je l'ai entendu, oui, voilà. Donc c'est dire qu'il ne sait plus que faire pour essayer de rattraper le coup. Mais c'est pas comme ça. Je crois que c'est pas comme ça qu'on peut rattraper ce coup. Nous ne pouvons accepter non plus que le président de la République essaye, pardonnez-moi l'expression un peu cavalière pour Louis le Poisson, de dire que ce sont les institutions qui sont en cause. Moi, je suis extrêmement attachée aux institutions de la Ve République. Je pense que ce dont les Français veulent que l'on parle, c'est de pouvoir d'achat, c'est d'emploi, c'est de santé, c'est de sécurité. Ces sujets ne sont même pas abordés dans la lettre aux 33 questions. Alors, dans le grand débat, ce sont des sujets dont nous devons nous saisir. Mes chers amis, cette crise, elle n'est pas née des maires, elle n'est pas née des départements, elle n'est pas née des régions, elle n'est pas née des parlementaires. Celui qui a trop souvent agi dans la provocation et dans l'arrogance et dans le mépris, c'est le président de la République. Mais à nous maintenant, effectivement, de répondre et de dire ce que nous avons à dire. Je crois que nous ne devons pas accepter que les vrais sujets soient escamotés. Notre famille politique doit pouvoir contribuer à ramener l'apaisement et le calme, car nous portons une vision très spécifique, une vision de la politique sociale héritée du gaullisme, et je crois que c'est important de le rappeler. Dans ce débat, puisque débat il y a, nous devrons tout mettre en œuvre pour réconcilier les Français, alors que jusqu'à maintenant, on a voulu les diviser.
La promesse républicaine, c'est d'apporter les mêmes chances à tous les territoires et à ceux qui y vivent sans les opposer. Et cela, mesdames et messieurs, ce sont les maires, ce sont les élus de proximité qui sont à même de pouvoir tisser ce lien, et qui le font d'ailleurs. Et vous savez, la démocratie participative, nous n'avons pas attendu qu'elle soit décrétée. Elle est vécue ici à Toulon. Vous le savez, beaucoup d'entre vous sont présents, sont des acteurs de notre territoire et sont aussi pour nous des relais pour nous faire entendre. Alors bien sûr, des préoccupations de quartier, mais à l'occasion de ces rencontres que nous avons, moi je le vois régulièrement dans les CIL auxquels j'assiste, on me parle bien sûr des quartiers, et c'est éminemment important, c'est le quotidien. Mais on me donne aussi des éléments de réflexion sur des sujets plus larges. Et croyez-moi, je ne me sens absolument pas éloignée de la population. Je ne l'ai jamais, enfin je pense ne l'avoir jamais été. En tout cas, je fais de mon mieux pour que ce ne soit pas le cas. Faire de la politique, ce n'est pas mettre des solutions à court terme pour tenter de calmer la crise, sans d'ailleurs y parvenir. Notamment, je pense aux solutions votées entre 3h et 5h du matin, juste avant la suspension de Noël, qui consistait en quelques primes, en quelques mesures fiscales, quelques réponses à la va-vite, mais qui, à mon avis, non seulement n'apportent pas les réponses, mais en plus vont contribuer à aggraver notre déficit. Mes chers amis, finalement, ce débat, je crois qu'il faut le retourner pour nous, avec l'opportunité qui nous est donnée de nous faire entendre, ce qui n'a pas été possible. Et je sais que beaucoup d'entre vous me le disent, il faut davantage vous faire entendre. C'est difficile dans la mesure où, malheureusement, beaucoup de médias sont polarisés sur d'autres sujets. Et donc, mais comptez sur nous, et en tout cas, on va faire un maximum là. Je crois que 2009 doit être effectivement cette année. Vous savez, il n'est jamais facile de rebondir rapidement après des périodes grises, on va dire, que nous avons connues. Mais je crois que la volonté y est. On doit pouvoir, à l'occasion des élections européennes, mais on aura l'occasion là aussi de se rencontrer et de parler plus précisément de tout cela. Je crois que ce sera aussi une bonne occasion de montrer notre unité, de montrer ce que nous voulons pour la France et pour l'Europe, de montrer tout cela non pas par démagogie, mais en essayant chaque fois d'apporter une contribution responsable. Non pas avec des réponses à court terme, mais au contraire avec une vision ancrée dans le long terme. Je pense que c'est plutôt cela, faire de la politique à l'échelon national. Permettez-moi de le souhaiter afin que le sursaut de raison que j'évoquais au début de mon propos se manifeste en 2019 pour que chacun d'entre vous et pour que notre pays puisse continuer à vivre dignement, avec une paix sociale retrouvée et avec certainement encore plus de bonnes réponses à ce qu'attendent nos concitoyens. C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie encore pour votre présence. Bonne année 2019 et je voudrais céder la parole à Hubert Falco. Ah, si. Ah oui. Qui bien sûr, au-delà des moments que nous passons ensemble, me fait toujours l'amitié d'être présent à ces vœux. Bravo, c'est les vœux de Geneviève. Hein.
Merci, merci Geneviève, effectivement. C'est les vœux de Geneviève, vous l'avez applaudi avec l'amitié et la fidélité que nous lui portons. Et on lui souhaite plein de vœux pour elle, pour les siens et pour la France, parce qu'elle nous représente au Parlement. Donc voilà, c'est très important. Voilà. Non, mes chers amis, premièrement, moi je suis très heureux de vous voir nombreuses et nombreux. Vous savez, on dit d'ici, de là, oh, la politique, ça n'intéresse plus personne. Voilà. Vous êtes tous là, fidèlement, aujourd'hui. Je voudrais vous saluer tous et toutes avec beaucoup d'affection, bien sûr. Saluer le sénateur honoraire, mon ami François, Josette, qui est là, avec qui on a partagé bon nombre de choses. Et continuer à le partager d'ailleurs. L'essentiel, c'est l'amitié. Mes élus, vous toutes et vous tous, mes chers amis, fidèles militants qui êtes là. Geneviève l'a exprimé, effectivement. On est inquiet pour notre pays aujourd'hui. C'est une inquiétude profonde, une inquiétude qu'on se pose. Vous savez, lorsqu'on est élu locaux, maire, à 13h, on réouvre le PC sécurité. Hier soir, il était ouvert. On essaie de rester vigilant parce que le souci que nous avons, c'est la protection de notre territoire. Essayer de protéger nos concitoyens qui ont envie de bien vivre leur ville. Et hélas, depuis quelques semaines, depuis maintenant plus de 2 mois, reconnaissons que le pays est à feu et à sang. Il se passe des choses inacceptables. La violence est inacceptable. Où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, on ne résout jamais un problème avec de la violence. Après, Geneviève l'a dit, effectivement, le droit de manifester, c'est un droit naturel dans notre démocratie. Moi, vous savez, j'ai connu de grandes manifestations qui passaient sous mes fenêtres, de l'avenue de la République, 10, 15 000 personnes qui disaient ce qu'ils avaient à dire, qui faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais toujours respectueux. Toujours respectueux. Ces 15 000 personnes remontaient sur la place de la Liberté, se dissipaient, puis c'était terminé. Aujourd'hui, cette violence qui perdure est très, très, très inquiétante. Alors, vous savez, le mécontentement actuel, chacun l'exprime à sa manière. Alors, il y a effectivement le mouvement de Gilets jaunes qui est né de ce mécontentement. Alors, il y a ceux qui sont dans la rue, et il y a ceux encore plus nombreux que vous croisez en voiture, qui mettent un gilet jaune en disant tout simplement nous sommes mécontents. Il y a ceux qui manifestent, ceux qui ne manifestent pas, mais qui sont mécontents aussi. Il faut les entendre, il faut les écouter, il faut les entendre. Et puis, il y a un mécontentement général. Écoutez, les maires en colère, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous sommes en colère depuis... nous l'avons exprimé, cette colère, en 2017, en 2016 même, parce que il y avait tout simplement un oubli des territoires. On s'est imaginé que la politique, il fallait la faire d'en haut. Oui, Geneviève, avec beaucoup trop de mépris et d'arrogance. Beaucoup trop de mépris et d'arrogance. Alors, faire la politique d'en haut, c'est bien. Effectivement, opposer le nouveau monde et l'ancien monde. Écoutez, vous savez, je l'expliquais encore hier, la vie, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, est une histoire d'équilibre. Il n'y a pas les bons jeunes, les mauvais vieux, les bons vieux et les mauvais jeunes. Il n'y a pas de vieux et de jeunes. Il y a des citoyens, des concitoyens. C'est la société. Jeunes et vieux. Vous savez, on a connu des jeunes vieux et des vieux qui sont jeunes. C'est la société.
C'est la société qui est ainsi faite. Et on ne doit pas opposer les uns et les autres. Vous savez, un pays qui ne respecte pas ses enfants et un pays qui ne respecte pas ses anciens est un pays qui n'a pas d'identité. Il faut bien le prendre en ligne de compte, tout cela. Et cette suffisance, cette arrogance a fait que on a créé ce mécontentement. Avouons-le, tout ce qui ne va pas aujourd'hui n'est quand même pas tout de la faute de M. Macron. Il faut un peu qu'on se pose des questions. Tu l'as dit, on sort d'un quinquennat catastrophique. Nous ne l'avons peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire, mais jamais un mode de gouvernance n'a été mis en cause comme il est aujourd'hui. Voilà. C'est tout à fait un mode de gouvernance, la manière de traiter les gens, la manière d'ignorer, de mépriser. Vous savez, la République a ses règles, il y a des signes. Quand ce monsieur vient dans un département, moi, je puis vous assurer que je suis élu dans le département depuis très longtemps. Tous les présidents de la République qui se sont succédés, quels qu'ils soient, de droite et de gauche, qui venaient au département, on nous passait un coup de fil. Si lui, c'est pas lui à le passer, mais ses collaborateurs, voilà, le président sera dans votre département. Voilà. Ça s'appelle le bien-être, le bien-vivre républicain. Voilà, le respect républicain. Moi, vous savez, j'ai eu des responsabilités ministérielles. Quand je partais dans un département, j'appelais le président du conseil départemental, bien sûr, Geneviève, les parlementaires, les élus. Quand j'allais dans une ville, j'appelais le maire, je lui dis, monsieur le maire, je serai demain chez vous, voilà. C'est le bien-vivre républicain, je veux dire, la moindre des choses. Vous savez, dans la vie, il faut cultiver l'humilité. Il ne faut pas cultiver l'arrogance et la suffisance. On peut être brillant. Je vais vous dire, le président est certainement quelqu'un de très brillant. Il lui a manqué l'essentiel, l'expérience. Mes chers amis, l'expérience, ce n'est pas un détail. L'expérience, elle s'acquiert avec des bons, des mauvais moments et des épreuves. Et ce jeune brillant, qui sortait des hautes études, qui a été projeté dans le monde bancaire, et quelle banque? La Banque Rothschild. Vous savez, si vous n'avez pas 10 millions d'euros, vous ne rentrez pas dans la Banque Rothschild. Ne pensez pas que vous allez y mettre vos petites économies, ou que nous puissions, nous, y mettre nos petites économies, tous les citoyens normaux que nous sommes. Puis il s'est vu propulsé par le président de la République au gouvernement. Il était d'abord au cabinet du président de la République, après ministre. Les choses sont allées vite, trop vite, très vite pour lui. Et puis on va faire un peu un retour en arrière. On a profité d'une situation inédite dans la Ve République. Vous savez, j'ai vécu cette situation-là de l'intérieur. Un mois et demi avant le premier tour de l'élection présidentielle, j'assistais à une réunion à Nice autour de François Fillon, et je voyais tous mes collègues qui s'agitaient. Alors moi, j'aimerais bien être ministre de l'économie, moi, j'aimerais bien... on avait gagné. Fillon était projeté dans les sondages à près de 40%, n'avait pas photo avec les autres candidats. Puis arrive le cataclysme Fillon. Cataclysme Fillon. Qui, mes chers amis, a tout remis en cause. Notre famille politique, l'ensemble de la situation dans notre pays, cataclysme Fillon qui s'écroule. Et là, arrive le premier tour.
Je vais même vous dire, on a tous des responsabilités. Tout le monde a des responsabilités. Et ce qu'on nomme grand, encore plus. Parce que, après le cataclysme Fillon, après le Trocadéro, souvenez-vous, on l'a tous vécu médiatiquement, après le Trocadéro, si une voix s'était élevée pour dire on se met tous derrière le numéro 2, quel qu'il soit, on l'avait choisi de faire des primaires, on avait désigné un numéro 1 et un numéro 2. Si une grande voix s'était élevée en disant maintenant on se met tous derrière le numéro 2, il n'y avait pas Macron, mes chers amis. On n'aurait pas eu ce choix que nous avons eu au deuxième tour entre Macron et Marine Le Pen. Voilà ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, le président de la République a été élu président de la République dans un contexte bien particulier. Et aujourd'hui, on en subit un peu les conséquences. On en subit un peu les conséquences. Parce que, effectivement, comme le disent beaucoup, il a été élu président de la République avec 20% de voix. Au deuxième tour, moi j'ai voté Macron. Parce que je ne voulais pas voter Marine Le Pen. C'est clair. Voilà. Les choses sont claires. Donc, vous voyez, on se retrouve au milieu d'une situation paradoxale, mais, mes chers amis, ce qui est au milieu, c'est notre pays, c'est la France. C'est les Françaises et les Français. C'est un ras-le-bol général. Alors, effectivement, je ne vais pas m'étendre sur ce que Geneviève a bien décrit. On nous dit aujourd'hui, les choses peuvent se régler. Attendez, on va faire un débat. Non, on est habitué au débat. Mais alors, on va faire un grand débat. Et puis, vous verrez, tout ira bien. De toute manière, dites ce que vous avez à dire, on dit tout et n'importe quoi, tout. De manière, je ferai ce que j'ai envie de faire après. Mais il est là. Non, mais moi, je ne ris pas. Pourquoi? Parce qu'après le débat, mes chers amis, après les grands shows médiatiques, le premier show devant 600 maires, les maires, mes chers François, ce sont des femmes et des hommes polis. Vous êtes polis. On accueille le président de la République, c'est le président de la République, on l'accueille poliment. Ah, le deuxième show, il s'est peut-être un peu moins passé, parce que les maires, ils ont dit, oh, tu ne vas pas nous prendre pour... Voilà, on va te dire certaines vérités. Hier soir, il s'est dit certaines vérités qu'il ne s'est pas dit au premier débat. Vous verrez qu'au troisième, ça changera. Ça fait que 3 fois 600, 3 fois 6, 18, 1800 maires, on est 36 000 maires. On ne parle pas de... Voilà. Donc, oui, les maires sont mécontents, pas par le résultat démocratique de l'élection présidentielle, le président est élu, enfin, mesdames et messieurs, il est élu pour 5 ans. De réclamer la démission du président de la République, c'est anormal. Le président est élu. Il est élu pour 5 ans. C'est clair. Par contre, effectivement, nous ignorer comme nous avons été ignorés, nous supprimer des dotations, nous imposer des normes sur le fonctionnement, des transferts de charges. On est inquiet. On est inquiet. On nous dit, on va supprimer la taxe d'habitation. Mais aujourd'hui, à l'heure où, vous le savez, de toute manière, les budgets, on les a déjà faits, on va voter les taux au mois de mars, on y est, et on ne sait pas encore comment on va nous compenser la suppression. C'est l'imbroglio le plus total. Le ministre de l'économie dit quelque chose, le sous-ministre dit autre chose, l'Élysée dément, mais non, mais oui, mais... Attendez, non, mais moi je ne ris pas, parce que la taxe d'habitation sur le budget de la ville, c'est 30 millions d'euros. Et si au mois de mars, on nous dit qu'on n'a plus ces 30 millions d'euros, on va faire comment? On va se retourner vers nos concitoyens et leur dire, il faut actionner l'impôt. Nous sommes inquiets. Le monde est inquiet de par cette gouvernance bien loin
des problèmes des Françaises et des Français, cette gouvernance tout d'en haut qui a ignoré le bas. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on s'appuie sur ce que la France a de solide, c'est-à-dire ses territoires. Et dans ces territoires, la démocratie a fait qu'il y a des élus locaux. Donc on s'appuie sur les élus locaux. Tiens, on rencontre les maires, on les écoute, on les entend. Voilà. Attention. Hein, au-delà du grand show médiatique, au-delà de oui à tout, il va falloir des résultats. Vous savez, les Françaises et les Français, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas des naïfs. On ne va pas pouvoir nous faire avaler n'importe quoi. On attend, pourquoi pas, suite à ce grand débat qui est un petit débat finalement, on attend des résultats, on attend des solutions qui de toute manière, seul le Parlement pourra. Le président aujourd'hui a une majorité. Il a une majorité pour faire passer ses réformes, il a une majorité pour faire passer ses décisions, il a une majorité totalement hors sol, là aussi, totalement hors sol. Alors, moi, je ne dis pas, il y a certainement des femmes et des hommes de qualité, mais totalement hors sol. Ah, il fallait plus d'élus, il fallait plus d'élus locaux, il fallait plus de maires, il fallait plus de présidents de conseils départementaux, de présidents de conseils régionaux, de conseillers régionaux. Il fallait plus ce qui est le plus beau, l'émanation de la démocratie par le citoyen. On n'est pas là nommé, on est là élu. Et vous savez, nous, lorsqu'on montait au Parlement, lorsque le mardi on était dans une majorité et qu'on était en groupe, parce que c'est comme cela que ça se passe avec les ministres, quand un ministre disait des bêtises, il disait oh, ton truc là, ça ne marche pas. Parce que le citoyen ne l'acceptera pas. Sur le terrain, ça ne marchera pas. Et on nous écoutait. Moi, vous savez, j'ai été des deux côtés de la barrière. Et en tant que parlementaire et en tant que ministre, je me disais, oh, ton truc là, ça va pas, hein. Faut le revoir. Revois ta copie. Voilà. Parce qu'on a apporté cette expérience de terrain, ces connaissances, la connaissance de la vie des territoires, la vie des gens, finalement. Aujourd'hui, totalement hors sol. Totalement. Ma foi. On n'arrive à pas... Allez, si je vous prends tous à témoin et que je vous dis de me citer 5 députés du département, vous verrez le résultat du sondage. Hein, voilà. Donc, complètement... Voilà. Et ça aussi, ça fait mal au pays et ça fait mal au bien vivre, ça fait mal au bon sens, ça fait mal à la réalité des choses. Voilà, mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles nous sommes inquiets pour notre pays. Oui, Geneviève, il faudra réconcilier le pays. Il est indispensable que le président de la République réconcilie le pays. On ne peut pas vivre longtemps encore dans la situation qui est ce qu'elle est aujourd'hui, avec une France totalement divisée, avec une France qui se regarde, avec les uns et les autres, avec les jeunes et les vieux, avec les riches et les pauvres, avec même s'il dit que les pauvres déconnent, avec l'étudiant et celui qui n'est pas. On ne peut pas continuer comme ça. Puis c'est notre économie qui souffre. C'est notre économie qui souffre. Vous savez, il avait l'ambition de faire de la France le plus grand pays d'Europe, d'être au-dessus des Allemands. Aujourd'hui, on fait bien rigoler de partout, mesdames et messieurs. On est peut-être même aussi mauvais que les Anglais. Alors, c'est peu dire avec le Brexit. Voilà. Allez, ça c'est la France. Voulez-vous qu'on parle un peu de Toulon ? Parce que ce qui compte après tout, c'est le territoire. Ce qui compte après tout, c'est Toulon. Toulon se porte bien, malgré toutes ces difficultés, parce que vous êtes là, parce qu'on a de la volonté, parce qu'on a de l'énergie, parce qu'on a des idées, parce qu'on a des projets, mesdames et messieurs. Toulon se transforme dans le respect de son histoire. Voyez, vous allez voir, à la fin de l'année, on va inaugurer ce qui est le plus grand chantier d'Europe en cœur de ville, le Chalucé. Alors, c'est vrai, Chalucé, dans l'esprit des gens, on dit Chalucé. Tout le monde se souvient de Chalucé.
ce lieu de soins et de souffrance, ça va devenir un lieu ouvert. On s'appuie sur cette petite chapelle de Chalucé qui a connu certainement beaucoup de souffrance, pour faire ce qui sera la plus belle médiathèque de la région, la plus grande médiathèque de la région. Vous allez voir un jardin Alexandre Ier réhabilité, rénové, avec ses essences premières, avec de l'eau. Vous allez voir des écoles d'ingénieurs derrière, vous allez voir de la jeunesse arrivée. C'est ça, Chalucé, mesdames et messieurs. Nous allons organiser une semaine de portes ouvertes. Vous verrez que vous allez tous, parce que moi, quand je le visite, au fur et à mesure que le chantier se développe, je suis surpris de voir cette grande médiathèque éclairée par la lumière. On a eu un architecte extraordinaire, Madame Vesoni. Ce grand projet a été labellisé écoquartier. Chalucé va surprendre. Il va changer la vie du cœur de ville. Va changer la vie du cœur de ville. Mais puis après, il y a le reste. C'est pas fini. On a transformé, on a déjà beaucoup fait grâce à la confiance. La vôtre, d'abord, mesdames et messieurs. La confiance que vous nous avez apportée, sans qui rien ne serait possible. Et la confiance que nous avons transmise pour redonner confiance à Toulon, pour redonner confiance à ce territoire, transmis au privé. C'est vrai, ce que dit aujourd'hui le maire de la Seine, clairement. Mais qu'est-ce que vous voulez-vous qu'on fasse? On nous supprime les dotations, on nous met des normes sur le fonctionnement. Heureusement qu'il y a le privé. Et heureusement qu'on a repris confiance à notre ville, à notre territoire. Le privé est arrivé. Des grands projets publics, privés sont en cours. Regardez ce qu'on a fait dans ce cœur de ville, comme il a été transformé, et ça continue. Avec les Halles, l'îlot Boucherie, on va continuer le cœur de ville. Vous allez être étonnés. François me disait, j'avais commencé Montetti, et tu l'as fini. Non, on a fini ensemble. Vous allez être étonnés de ce qui va se faire sur Montetti, avec cette jeunesse qui va arriver, 2200 étudiants qui vont arriver, avec un hôtel, avec des start-up qui vont se mettre en place, parce qu'on est devenu un territoire étudiant. Après tout, pourquoi pas nous? Il y a 15 000 étudiants aujourd'hui sur notre territoire. Il y a 15 000 étudiants sur notre territoire, avec de nombreuses entreprises du numérique, et on va continuer à transformer la ville, à réconcilier le nord et le sud, à ouvrir notre ville. Je vous l'avais promis, retrouver le soleil dans notre ville. Ce qui est important, l'ouvrir, retrouver le soleil. En faire la ville qui montre l'élan et l'exemple. Souvenez-vous, je vous l'ai promis en 2001, vous qui êtes des fidèles, qui vous nous suivez depuis longtemps. Aujourd'hui, Toulon donne l'élan et l'exemple. C'est la ville centre de la 14e métropole française, de la 9e métropole en termes de développement. On est le territoire qui crée le plus d'activités. Ce n'est pas à Marseille, ce n'est pas à Nice, c'est chez nous qu'on crée le plus d'activités. Aujourd'hui, on nous regarde, on ne nous montre pas du doigt. On nous regarde avec envie, mesdames et messieurs. Rendre la fierté aux Toulonnaises et aux Toulonnais, c'est ce que nous avons décidé ensemble en 2001. Et on va poursuivre. Et on va continuer. On va continuer à travailler. Avec la même énergie, avec la même volonté. Avec le même état d'esprit. Avec vous toutes et vous tous. Avec les jeunes et les moins jeunes. Avec les Toulonnaises et les Toulonnais. Voilà ce que nous allons continuer à faire durant l'année 2019. Après, rendre la parole à ce qu'il y a de meilleur dans notre République, c'est-à-dire le citoyen. Les choses sont simples en démocratie, vous savez. On va rendre la parole au citoyen. Le citoyen aura le choix, ce qui est normal, des femmes et des hommes qui vont certainement présenter des projets, certains conformes à leurs convictions, parce que il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est ses convictions. Voilà. Quoi que nous faisons, quoi que nous pensons, ne trahissons jamais nos convictions. Ne trahissons jamais nos concitoyens. Vous savez,
on ne trompe pas longtemps le concitoyen. On ne peut pas le tromper souvent. Voilà, c'est tout. Nous, on essaie de travailler ensemble, en équipe, d'une manière collective. Seul, on n'est jamais bon. Collectivement, on est meilleur. On a fait ce qu'il fallait pour être aidé. Nous sommes aidés. Vous savez que le dossier Chalucé, c'est un dossier de 130 millions d'euros qui est subventionné à près de 75%. Il a fallu actionner les leviers, aller chercher, se battre, demander. Ça c'est qui est pas. C'est la volonté, le travail et l'expérience. Voilà, c'est tout, mesdames et messieurs. Allez, continuez à rester fidèles à vos convictions. Continuez à rester fidèles à ce que vous avez toujours fait. Et puis, je sais que d'en haut, on n'a plus, on n'a plus trop de lisibilité de parti. Mesdames et messieurs, votre parti, c'est avant tout Toulon. C'est avant tout votre territoire. Vous savez, après le cataclysme que nous avons connu nationalement, c'est sûr qu'il y a bon nombre de femmes et d'hommes de qualité. On en a, nous aussi, des femmes et des hommes de qualité. Seulement, pour certains, ils sont aux abris aujourd'hui. Ils n'osent pas encore relever la tête. Vous verrez. Il y aura aussi, nationalement, des jours meilleurs. Aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un cataclysme national. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait le chaos. Tout doit être réglé par la République et la Constitution telle qu'elle est. Il y a un président de la République élu. Il est élu pour 5 ans. Il y a une majorité. C'est ça, majorité. Maintenant, si demain, il y a le chaos, il n'y a qu'un signe fort démocratique qui peut résoudre le problème. Ne vous y trompez pas. Le signe fort, la seule arme qu'a le président de la République après le débat, après le show, après, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Dissolution. Et là, attention à ce qui risque de se passer. Voilà la raison pour laquelle nous sommes inquiets pour notre pays aujourd'hui. Et voilà la raison pour laquelle, plus que jamais, on doit rester confiant à notre territoire, à ce magnifique territoire, à notre belle ville, rester confiants ensemble, collectivement, restons nous-mêmes. Croyez-moi, on est solide au poste, on fera ce qu'il faudra faire, on essaiera d'insuffler cette confiance même nationalement, parce que de temps en temps on nous consulte un peu. Voilà, gardez confiance mes chers amis, gardez ce que vous avez de meilleur, et ce que nous avons de meilleur aujourd'hui c'est Toulon. Voilà, merci mesdames et messieurs. Bon, je crois que Madame Lévy vous offre l'apéritif quand même. Hein. C'est pas moi. Hein. Voilà.